Protein is now at Starbucks, and it's never tasted so good. You can add Protein Cold Foam to your favorite drink or try one of our new Protein lattes or matcha. Try it today at Starbucks. Are you stuck staring at your W-2? Are tax refund worries holding you back? You probably have FOMO, the fear of messing up. The fix? Using TurboTax on Intuit Credit Karma. They find every credit and deduction to help you get every refund dollar you deserve. Or your money back. It's time to overcome your fear of messing up and get your taxes done right. Start filing today in the Credit Karma app. Salut à toutes, salut à tous. Aujourd'hui, c'est la 4e étape du Tour de Catalogne. Une étape qui devait être un petit peu la première étape reine d'une série de 3. Avec une belle arrivée au sommet, d'ailleurs, la plus dure de tout ce Tour de Catalogne. Eh ben non. Eh ben non, il n'y aura pas ça parce qu'après la neige sur Paris-Nice, c'est le vent sur le Tour de Catalogne qui fait qu'on annule une arrivée au sommet. Et donc la course aujourd'hui sera encore une fois raccourcie malheureusement avec tout simplement l'ascension finale qui est enlevée. Et du coup, on aura une arrivée sur un long faux plat montant, mais c'est presque plat. Ça monte à 2% environ pendant une trentaine de kilomètres jusqu'à l'arrivée. Mais voilà, pas d'ascension. Une arrivée plate, encore une fois, les éléments auront fait peur aux organisateurs. Alors bon, c'est vrai que quand il y a de la pluie, je comprends pas trop qu'on annule parce qu'il pleut, la route est mouillée, on prend moins de risques. Le vent, c'est vrai qu'il y a des belles bourrasques dans l'Espagne, dans le nord de l'Espagne. Ça peut être dangereux, mais bon, c'est aussi ça qu'on aime voir, le peloton, les coureurs face aux éléments. Et puis de manière étonnante, ils ont annulé juste l'ascension. Certes, c'est là où le vent est peut-être le plus violent, mais c'est aussi là où c'est le moins dangereux. C'est plus dangereux d'avoir des bourrasques de vent quand on est dans un peloton complet et qu'on va vite que dans une ascension où on va beaucoup plus doucement et on est un petit peu plus un par un. Mais bon, c'est comme ça. Chacun se fera son avis sur la question. On n'aura pas d'ascension aujourd'hui. Et donc, comme sur Paris-Nice, ça va être encore l'aubaine pour Dorian Godon. C'est donc Godon qui va aller rafler la mise aujourd'hui. On verra ça. En tout cas, c'est très certainement, c'est même sûr, un sprint qui nous attend parce qu'il y a finalement très peu de difficultés. Un col de 3e catégorie dès le départ, 3 km à 4,8%. Un autre de 2e catégorie de 10 km à seulement 4%. Et puis c'est à peu près tout. On n'ira jamais au-dessus des 5% finalement aujourd'hui. Finale relativement plat, seulement en légère montée. On aura donc finalement un 4e sprint aujourd'hui. Et là, tous les sprinteurs qui ont décidé de ne pas venir sur ce Tour de Catalogne, ils vont commencer à se demander pourquoi. Parce que finalement, on les enchaîne. Et Dorian Godon en profite. On verra si Ethan Vernon, qui bénéficie aujourd'hui d'une course bonus pour tenter d'aller chercher la victoire, sera capable de battre Dorian Godon. Tous les autres petits sprinteurs aussi vont tenter leur chance aujourd'hui parce qu'au final, on n'aura pas d'arrivée au sommet sur cette 4e étape du Tour de Catalogne. Chute de Bellocchi juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain. Et attaque de Pierre Rolland. Voilà ce que nous disons depuis le début de ce Tour de France. Une chute terrible. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du Tour. On n'a jamais vu ça. 100% cyclisme, le podcast du vélo en direct. Ça va Marion? Désolé. Le kilomètre 0, c'est parti. On va avoir probablement des motivés pour prendre l'échappée aujourd'hui parce que le changement de profil aussi donne un petit peu plus de chance aux échappés, même si ça sera encore une fois très, très compliqué. Avec une nouvelle fois, finalement, les difficultés plutôt en début de course et un final plus plat qui permettra sûrement au peloton de revenir sur les éventuels échappés. En tout cas, des attaques. Là, d'entrée avec un groupe de 3 coureurs qui est sorti. Quelques autres coureurs à leur poursuite. On va vouloir prendre l'échappée assez rapidement. Ça va peut-être se faire comme dans les précédentes journées, là, dès le début, avec 5 coureurs là, qui se sont rejoints, avec Maxime Decomble pour la Groupama FDJ United. On a Mats Wetzel pour l'Equipo Kerme Pharma, Unai Asnar pour l'Euskaltel Euskadi, José Luis Faura pour la Burgos Bourg-Pellet et Samuel Flores pour la Modern Adventure Pro Cycling. À chaque fois, on a comme ça 3 équipes espagnoles, un coureur de la Modern Adventure Pro Cycling. Aujourd'hui, qui est-ce qui manque? C'est la Cararoal qui n'est pas à l'avant. Par contre, normalement, on a Baptiste Weishofer. Et là, il n'est pas là. Alors moi, là, je suis très inquiet. Pas de Baptiste Weishofer dans cette échappée. C'est Maxime Decomble pour la Groupama FDJ qui, en quelque sorte, le remplace. Et on a 5 coureurs qui sont sortis un petit peu dès le kilomètre 0. Et on va voir si, de nouveau, ça va être ça, l'échappée qui se fait en quelques centaines de mètres à peine. Allez, on arrive déjà au sommet de la première difficulté du jour. Elle a lieu après seulement 8 km de course. Et ça va être José Luis Faura,
Le coureur de la Burgos-Bourg-Pellet qui passe en tête devant Mats Wenzel et devant Maxime Decomble. Bon, c'est bien, ils ont repris les poids de la montagne, ces coureurs-là. Par contre, problème, le peloton est juste derrière eux. Le peloton qui roule pour revenir là sur les hommes de tête de manière un petit peu étonnante. C'est peut-être dû à la présence d'un sprint intermédiaire qui lui aussi aura lieu très rapidement au kilomètre 18. Il y aura peut-être des coureurs du classement général intéressés pour aller les chercher. Mais en tout cas, là, l'échappée de 5 hommes que l'on pensait s'envoler très rapidement, eh ben, pas du tout. Elle va même être reprise là, suite à cette ascension dans la descente. C'était un coup d'épée dans l'eau pour les 5 coureurs qui sont repris. Plus personne à l'avant, le peloton groupé. Et la Red Bull Bora Hansgrohe qui est clairement intéressée pour aller disputer ce sprint, pour permettre à Remco Evenepoel de prendre encore des secondes de bonification. Il est bien là, Remco, hein. Il n'a pas abandonné suite à sa chute d'hier. Il est suffisamment remis et probablement encore très revanchard. Attention, il n'y a rien de plus dangereux qu'un Remco Evenepoel revanchard. En tout cas, on s'approche de ce sprint intermédiaire. On voit aussi la Pinarello Q36.5 de Thomas Pidcock intéressés qui vont aller faire ce sprint. Et hier, à la chute de Remco, c'était dû, a priori, et il l'a dit, à un trou dans la route, juste au moment où il changeait les mains sur son guidon pour se mettre en position de sprint. Et ben, la même seconde, il a fait un petit trou dans la route et boum, d'un seul coup, son vélo a sauté et il est tombé. Énorme malchance. Remco Evenepoel qui a essayé de se rattraper là en lançant ce sprint et qui va passer en tête et qui va prendre 3 secondes de plus pour Remco Evenepoel devant Thomas Pidcock qui en a pris 2. On n'a pas vu Jonas Vingegaard ou les autres coureurs intéressés. C'est David Gonzalez, équipier de Thomas Pidcock qui passe en 3e position. Et c'est vrai que le changement de profil, ça avantage plutôt un coureur comme Remco Evenepoel qui a parfois du difficulté en haute montagne. Il n'est pas dit que les étapes de demain et d'après-demain soient elles aussi modifiées parce que je ne pense pas que le vent va se calmer en un jour. Donc peut-être que ça se jouera à pas grand-chose finalement, ce Tour de Catalogne. Et toutes ces secondes qu'accumule Remco Evenepoel, ça pourrait très bien lui servir dans le final. C'est aussi pour ça qu'il s'est battu pour ce sprint intermédiaire, là, le changement de parcours, qui est plutôt une bonne nouvelle pour lui, également pour Thomas Pidcock. Et maintenant que ce sprint est passé, on va peut-être avoir une échappée qui va pouvoir se former. On a Diego Uriarte qui avait tenté de partir tout seul, mais il a été rapidement repris. Et là, immédiatement, des autres coureurs qui... Ah bah voilà Baptiste Weisströfer. Il est malin, il attendait, il savait que ça allait pas partir avant le sprint intermédiaire. Et là, il fait partie d'un groupe de 6 qui est parti avec Senna Remirn pour l'Alpecin Première Tech, avec Koen Bouman pour la Jayco Alula, Mats Wenzel qui retourne pour la Kerm Pharma. On a encore Samuel Fernandez pour le Euskaltel Euskadi et Meraoui Kudus, l'Érythréen de la Burgos-Bourg-Pellet. Voilà, les équipes espagnoles encore une fois représentées dans ce nouveau coup qui est en train de partir et qui pourrait bien être cette fois-ci l'échappée du jour. On va voir ça. Allez, l'écart qui monte un petit peu, on la tient l'échappée du jour, mais par contre ils ne seront pas 6, ils seront 4 parce que ils se sont rapidement relevés. Mats Wenzel et Senna Remirn qui n'ont pas tenu longtemps le rythme imposé par les autres et qui ont été repris par le peloton. 4 coureurs donc avec Koen Bouman, avec Meraoui Kudus, Samuel Fernandez et Baptiste Weisströfer. Et derrière, on a déjà l'Ineos Grenadier de Dorian Godon, l'Uno X de Magnus Cort, deux précédents vainqueurs d'étape qui roulent pour ne pas que les hommes de tête prennent trop d'avance. On est vraiment sur finalement un scénario complètement identique au jour précédent malheureusement. Et on va attaquer, on est même déjà dans les premières pentes de l'Alt des Sainte Feliu des Codines, 10 km à 4%, col de 2e catégorie. Et donc déjà la dernière difficulté du jour, ça va être l'occasion pour Weisströfer probablement de prendre encore 5 points de plus dans ce classement de la montagne. Le changement de parcours, c'est aussi une bonne nouvelle pour Weisströfer, puisque du coup à l'arrivée il n'y aura pas de points de la montagne distribués, des points qu'il n'aurait jamais pu aller chercher. Et donc voilà, c'est plutôt une bonne nouvelle pour lui. Ça veut dire que les favoris ne prendront pas de points. Et comme il a un bon matelas, il peut vraiment commencer à y croire pour ce maillot. Et à vrai dire, il le mériterait vu que c'est la 4e journée consécutive qu'il est à l'avant. Et allez hop, 5 points de plus pour Baptiste Weisströfer s'il vous plaît. Il passe au sommet. On va pas aller lui disputer ces points-là évidemment. Il a trop d'avance. Les autres n'ont aucun espoir de remporter ce maillot. Il mène devant Koen Bouman, devant Samuel Fernandez et Meraoui Kudus. On est à 109 km de l'arrivée. Et désormais, voilà, c'est quasiment plat, vraiment, jusqu'à l'arrivée. Il y a quelques petites ascensions non répertoriées, mais c'est autour de 3%, de 4%. Le final, donc, en léger faux plat. Rien de terrible, ça va être très compliqué pour les hommes de tête qui ont moins de 2 minutes d'avance sur le peloton. Difficile d'imaginer un autre scénario que le sprint massif, finalement, aujourd'hui. Alors, ils étaient 6 à l'avant, puis ils étaient 4, et finalement, ils seront que 2, parce qu'on a 2 nouveaux coureurs qui se relèvent en la personne de Baptiste Weisströfer, qui évidemment
en a plein les jambes après tous ses efforts des 3 premières journées. Et de manière plus étonnante, Koen Bouman, le coureur de la Jacques Alula, qui lui aussi se relève. Quel était l'intérêt pour lui d'aller à l'avant si c'est pour se relever quelques kilomètres plus loin? Peut-être que, et a raison, hein, en vérité, il n'y croit pas. Malgré environ 2 minutes d'avance sur le peloton, il se relève, ils vont être repris par le peloton à 100 km de l'arrivée. On a donc un duo, Samuel Fernandez pour le Euskaltel-Euskadi et Meraoui Kudus pour la Burgos-Bourg-Pellet. Voilà les deux coureurs qui vont tenter de tenir en respect le peloton le plus longtemps possible. Ça s'annonce plus que compliqué, mais ils ont au moins le mérite d'essayer. Et puis, alors il n'y aura plus de points de la montagne à distribuer. Par contre, il y aura encore 2 sprints intermédiaires. Un au kilomètre 90 et un autre situé à environ 15 km de l'arrivée. Ce sera un petit peu des points d'intérêt où on devrait voir encore Remco Evenepoel et Thomas Pidcock s'affronter pour des petites secondes. Des petites secondes qui, en vue du changement de profil, pourraient avoir une grande importance au final. 62 km de l'arrivée et on va arriver à ce deuxième sprint intermédiaire qui sera pour les 2 hommes de tête. On va voir si ça va se battre dans le peloton pour la petite seconde qui reste, mais alors que là, non, ça se battra pas parce qu'il y a un petit groupe de compte qui vient de sortir. Tiens, inattendu. 4 coureurs là qui viennent de partir, avec 2 autres coureurs encore pour la Burgos-Bourg-Pellet. José Manuel Diaz, Mario Aparicio, avec aussi Yon Aguirre pour le Euskaltel-Euskadi et Andrea Raccani, le coureur de la Soudal Quick Step qui aussi se permet là comme ça d'aller à l'avant. C'est surprenant de voir ce très bon coureur qui pourrait avoir sa chance aujourd'hui ou qui pourrait aussi mener Alberto Dainese vers la victoire. En tout cas, ces 4 coureurs là qui sont bien partis. Le peloton qui les a pas du tout poursuivis et qui tentent de partir en contre. Les hommes de tête, eux, les 2 coureurs à l'avant ont 1 minute 30 d'avance sur le peloton qui roule fort en ce moment. On va faire un petit focus tant qu'on a le temps sur l'un des deux. Alors, on va pas faire Samuel Fernandez parce que tout simplement, c'est sa première saison professionnelle au jeune coureur de 22 ans. L'an passé, il courait pour un club amateur, la Fundación Ciclista Euskadi. Et il a signé son premier contrat pro cette année. C'est ses toutes premières courses. C'est la première fois qu'il court au niveau World Tour. Il était déjà à l'avant lors de la 2e étape. Il retente le coup lors de cette 4e étape. Mais plus intéressant est la carrière de Meraoui Kudus, l'Érythréen de 32 ans, qui court donc pour cette équipe de la Burgos-Bourg-Pellet, une équipe de niveau Pro Tour, mais qui a souvent roulé pour des équipes de division World Tour, du côté de la Team Dimension Data, du côté de l'Astana, du côté de l'IF Education. Il était là dans toutes ces belles équipes avant de disparaître un petit peu en 2024, de retourner au niveau continental à la Terengganu Cycling Team, puis de revenir au niveau Pro Tour l'an passé à la Burgos. 7 victoires en carrière pour Meraoui Kudus, toutes sur le continent africain. Il est double vainqueur des championnats d'Érythrée de la course en ligne. Il a aussi remporté le contre-la-montre du championnat d'Érythrée en 2021. Il a remporté 2 étapes et le classement général du Tour du Rwanda en 2019. Et puis sa dernière victoire, c'était l'an passé. Il a remporté la course en ligne des championnats continentaux d'Afrique, dont il est donc le tenant du titre, Meraoui Kudus. Coureur très talentueux, plutôt sur la fin de carrière. Il a fait 1 fois le Tour de France, 2 fois la Giro, 6 fois la Vuelta. Et il est surtout allé chercher 1 fois une 2e place d'étape sur la Vuelta en 2017. Devancé par Alexei Lutsenko, il était passé pas loin du plus grand succès évidemment de sa carrière, lui qui n'a jamais gagné au niveau World Tour. On l'a aussi vu 1 fois sur Milan-San Remo, 3 fois sur Liège-Bastogne-Liège et 1 fois sur le Tour de Lombardie. Mais il n'a jamais fait de top 50 dans aucune de ses courses, de ses participations pour Meraoui Kudus, qui n'a plus tout à fait le même niveau qu'avant. Et donc, le temps que je raconte tout ça, ils sont passés par par le sprint intermédiaire, sans s'en soucier évidemment. C'est Andrea Raccani qui a sprinté pour aller prendre la 3e place et la petite seconde. Et surtout, ils sont en train de se faire reprendre. Ah ouais, d'accord, il n'y a plus que 15 secondes d'avance. On est dans une zone de ravitaillement et le duo Fernandez et Kudus est quasiment repris. L'accélération du groupe de poursuivants juste avant le sprint intermédiaire a ramené le peloton dans son sillage. Et ils sont sur le point d'être pris. Est-ce que le peloton va les laisser repartir, reprendre un petit peu le large pour éviter justement qu'il y ait des autres motivés à prendre une échappée un peu plus frais? Ou est-ce qu'ils vont être repris là, si loin de l'arrivée? On est à 59 km. Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? But with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers, a network of 130 million of them, in fact. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills, and did I say job title? See how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. The world moves fast. Your workday
even faster. Pitching products, drafting reports, analyzing data. Microsoft 365 Copilot is your AI assistant for work. Built into Word, Excel, PowerPoint, and other Microsoft 365 apps you use, helping you quickly write, analyze, create, and summarize. So you can cut through clutter and clear a path to your best work. Learn more at Microsoft.com/M365 Copilot. Là, c'est presque un peu humiliant pour les échappés, pour les deux hommes de tête, parce que ça sent clairement que les deux à l'avant, ils ont envie de se faire reprendre. Et le peloton, ils n'ont pas envie de les reprendre trop tôt. Et donc, l'écart qui est là, autour de 20, de 30 secondes, depuis plusieurs dizaines de kilomètres, on est désormais à 26 km de l'arrivée. Et le rythme est vraiment, vraiment tranquille. On est dans cette longue montée, ce long faux plat. Et on va autour de 30-35 km/h, pas beaucoup plus. C'est assez marrant de voir qu'hier, ça devait être l'étape un petit peu la moins intéressante peut-être, la moins palpitante, aurait été incroyable dans le final. Et que cette étape qu'on nous vendait vraiment, et à raison, comme le premier affrontement leader sera vraiment la plus tranquille. Parce que là, il ne se passe rien, le peloton va tout doucement, les échappés vont tout doucement. On est sous le soleil, le vent n'a pas l'air de souffler plus que ça. On se demande vraiment d'où est venue cette annulation. C'est une étape vraiment de transition et presque un peu pour rien qu'on est en train de vivre. Et les échappés qui vont être repris un tout petit peu avant le sprint intermédiaire, le dernier sprint. Ils leur ont même pas laissé ça, ils les ont vraiment laissés là devant eux, 20 secondes, 30 secondes, un petit peu de manière condescendante, je dirais, pour être poli. Mais là, on va arriver au sprint et le peloton qui s'anime enfin de nouveau. On va probablement voir Remco et Thomas Pidcock s'affronter de nouveau pour aller chercher les secondes bonifs. Et on a vraiment beaucoup d'équipes qui sont aux avant-postes. Alors, elles ne vont pas toutes faire le sprint. C'est aussi pour bien placer leur coureur, leur leader. On voit l'Ineos de Dorian Godon, l'Uno-X de Magnus Cort. Et aussi la Movistar, la Groupama FDJ, la Bahrain Victorious, qui sont toutes très bien placées. Ce ne sera pas pour faire le sprint, je pense, mais simplement pour ne pas se faire surprendre. Si jamais, par exemple, Remco Evenepoel décidait de continuer son effort après son sprint, il faut être vigilant. Allez, ça va être parti pour le sprint. Pour l'instant, c'est étonnamment un coureur de la Movistar là, qui mène. Derrière, il a deux coureurs de la Pinarello Q36.5 avec Thomas Pidcock bien placé. Par contre, Remco Evenepoel s'est fait surprendre. Il ne sera pas là pour faire le sprint. Todd Pidcock qui va pouvoir prendre les 3 secondes. Il est accompagné par un coureur de la Lotto qui le suit, mais qui ne va pas pouvoir évidemment le dépasser. Les 3 secondes pour Thomas Pidcock. Derrière le coureur de la Lotto et puis derrière l'équipier de Thomas Pidcock. Remco Evenepoel qui s'est fait surprendre là. Et derrière Tom Pidcock, il a un peu d'avance, il pourrait insister là avec le coureur de la Lotto, mais j'ai pas trop l'impression. Il y a 2 coureurs qui lui reviennent dessus, le peloton qui est pas loin derrière. Et tout ça va tranquillement rentrer dans l'ordre. C'est Florian Lipowitz quand même qui a fait l'effort là pour revenir sur Pidcock, mais ensuite, non, ça s'entend pas. Le peloton qui revient sur ces 4 coureurs qui ont pris un petit peu de temps. Oh, attention, là, il y a une chute derrière avec Derek G. West et avec Bart Lehman pour la Visma Lease Bike, les 2 coureurs là, qui se sont accrochés, qui sont tombés. Ça a l'air d'aller, des petits problèmes avec leur vélo, mais ils vont pouvoir repartir. Attention, encore une fois, dans ces journées qui sont tranquilles, en général, le final est très nerveux. Et en plus, c'est une arrivée qui, du coup, n'était pas prévue comme une arrivée. Et donc, pas forcément adaptée à l'arrivée d'un gros peloton comme ça. Attention. Allez, 4 km de l'arrivée, le peloton groupé. Là, c'est un vrai sprint massif. Hein. Et alors, attention, parce que y a très peu de sprinteurs, très peu de lanceurs. Donc, pas forcément des coureurs qui ont toujours l'habitude de lancer ou de frotter. On vient d'avoir une petite chute là avec Michael Lennard et Anton Charming qui ont été pris dedans. Les lanceurs de Noah Hobbs et de Magnus Cort qui ne seront pas là pour travailler pour leur leader, pour leur sprinter. Beaucoup d'équipes à l'avant, l'IF quand même, qui a encore 2 coureurs pour travailler pour Noah Hobbs. On voit la Modern Adventure qui est là, bien placée. Peut-être pour Mark Stewart. On a la Movistar qui est là. La Cara Royale aussi de Sergi Darder. L'Ineos, bien sûr, de Dorian Godon. La NSN Cycling Team d'Ethan Vernon a l'air un petit peu plus bloquée pour l'instant, mais il y a encore le temps de remonter. À noter que là, aujourd'hui, la Visma Lease Bike, ils ne se battent pas pour être à l'avant. Ils sont à l'arrière, les coureurs autour de Jonas Vingegaard. Ils ne se mêlent pas de cette grosse bataille qui s'annonce et où les risques de chute sont donc élevés. Pour l'instant, la route qui est encore large à 3 km de l'arrivée. Mais ensuite, il y aura pas mal de ronds-points, des virages. Il y a un dernier virage à 150 mètres de l'arrivée. Encore une fois, c'est une arrivée qui n'était pas forcément prévue pour un sprint. C'était même pas une arrivée prévue pour une arrivée, de toute façon. Donc c'est dangereux. Et c'est aussi pour ça qu'on se bat pour être à l'avant, parce que le placement sera important, parce qu'on ne pourra pas tous passer de front là, dans le final. Allez, la NSN Cycling Team qui montre le bout de son nez pour apparaître en tête du peloton.
On a la Modern Adventure qui travaille très bien pour Mark Stewart. On a l'Ineos aussi qui a un très bon train pour Dorian Godon, l'IF, la NSN. Et la Soudal Quick Step aussi qui remonte. Aussi, ils ont une équipe de sprinteurs. C'est une étape bonus pour eux, pour Francesco Bussato, pour Gal Glivar. 2 km de la ligne désormais. On sent que c'est en montée quand même, parce que c'est un peu dur quand même pour les coureurs à l'avant là. On sent que ils ont du mal. Allez, c'est la NSN qui prend les choses en main. 4 coureurs qui prennent la tête du peloton là, avec Ethan Vernon évidemment en 4e position. Ils ont Brady Gilmore, ils ont Jake Stewart, ils ont vraiment du monde pour amener Ethan Vernon aujourd'hui. Et attention, parce que là, il y a un gros rétrécissement justement. Allez, c'est passé pour la tête du peloton. Par contre, ça a mélangé un petit peu les trains évidemment, parce que là, on pouvait passer qu'à 2-3 de côté. Et là, c'est un coureur de l'Ineos Grenadier qui mène le peloton, mais il a 3 coureurs de la NSN dans sa roue. Derrière, on a des coureurs aussi pour la Team Emirates. Peut-être que Filippo Baroncini va aller faire le sprint, parce qu'ils ont perdu Ivo Oliveira, qui n'a pas pris le départ aujourd'hui suite à sa grosse chute d'hier. Allez, on vient de passer la flamme rouge. Et c'est vraiment la NSN qui a l'équipe la mieux placée. Mais ouais, c'est en montée quand même, hein. C'est dur. Et donc, il faut vraiment éviter d'être devant trop tôt. Et là, la NSN, Ethan Vernon, il n'a plus qu'un seul coureur. On est à 900 mètres de la ligne. C'est bien trop tôt. La Lotto Intermarché qui est aussi là avec Mathieu Kokelman. Mats Wenzel pour la Camp Pharma qui va aller aussi faire le sprint. Allez, Dorian Godon qui a réussi à remonter là, qui est aux côtés de Magnus Cort dans la roue d'Ethan Vernon. Là, on a un joli trio. Là. Allez, on est à 300 mètres de la ligne. Ethan Vernon qui est désormais seul en tête. Mais attention parce qu'il y a des virages. Ethan Vernon qui lance. Il a Dorian Godon dans sa roue. Thomas Pidcock qui est venu en 3e position. Ethan Vernon qui va résister jusqu'au bout. Il n'y a pas l'espace pour Dorian Godon pour revenir. Et la victoire aujourd'hui pour Ethan Vernon. On pensait qu'il avait été lâché encore une fois un petit peu trop tôt là. Mais le fait que le final, il y ait des virages, et ça l'a avantagé. Dorian Godon, il n'avait pas l'espace ensuite pour revenir dans les 100 derniers mètres. Et Ethan Vernon, il se sera amélioré d'étape en étape. D'abord complètement absent sur le premier sprint. Il a ensuite eu une crevaison dans le second sprint. Il avait terminé 27e. Il était là hier, il termine 2e. Et aujourd'hui, il prend la première place devant Dorian Godon. Bien mené par son équipe, c'est vrai qu'il était la mieux représentée aux avant-postes. Même si il n'y avait plus qu'un seul coureur pour l'aider à 900 mètres. Mais ensuite, ils ont réussi à être patients. L'équipier a tenu bon pour le lâcher à 300 mètres de la ligne. Et ensuite, il a fini le travail. Il était en tête dans les virages et c'était là qu'il fallait être. Il a ensuite tenu dans les 150 derniers mètres en ligne droite. Au retour de Dorian Godon, Thomas Pidcock termine, il me semble, 3e, mais beaucoup plus loin que ces deux coureurs-là. Et là, on le revoit cet effort dans la dernière ligne droite de Dorian Godon qui tente de remonter, mais les derniers mètres n'étaient pas en montée. Les derniers mètres étaient en plat et donc avec la vitesse qu'il avait, Ethan Vernon, il avait plus aucune chance de se faire rattraper. C'est bel et bien Thomas Pidcock qui prend la 3e place et 4 petites secondes de bonif en plus. Il en aura pris pas mal aujourd'hui au classement général. Ça sera intéressant pour lui. Le classement général, il aurait dû beaucoup plus changer aujourd'hui, mais la météo et les bourrasques de vent, on en décidait autrement. Et c'est tout bonus pour Ethan Vernon qui sinon n'avait vraiment aucune chance de remporter la moindre victoire d'étape. Et grâce à ce changement de parcours, il était là. Et il s'impose aujourd'hui sur cette 4e étape du Tour de Catalogne. Bon, Ethan Vernon, il va aimer les problèmes météo parce que 2 victoires cette saison. Et c'est à chaque fois grâce à des changements de parcours. Déjà sur le Tour Down Under, il avait remporté la 4e étape, celle où on avait un petit peu enlevé les difficultés à cause d'un risque de feu de forêt. Là, c'était la chaleur et les risques d'incendie le problème. Et du coup, il avait pu passer et remporter le sprint. Et aujourd'hui, on annule la montée finale pour cause de risque de bourrasque de vent. Et c'est encore lui qui s'impose. C'est quand même assez particulier. Il compte aussi des 2e places sur le prologue du Tour Down Under, 2e d'un sprint sur l'UAE Tour, 2e hier derrière Dorian Godon. Mais c'est un bon sprinter, c'était un peu le seul pur sprinter au départ. Et donc il s'impose aujourd'hui, 14e victoire dans sa carrière, dont la moitié qu'il a remporté au niveau World Tour. Il commence à avoir un bon palmarès, le coureur britannique de 25 ans, que l'on ne devrait pas revoir aux avant-postes d'ici la fin de ce Tour de Catalogne, à moins qu'il nous bouleverse encore d'autres étapes, mais même la dernière étape à Barcelone, ça sera probablement trop dur pour lui. Donc il a parfaitement joué le coup, il a sauvé le Tour de la NSN, qui a très bien géré ce sprint final. Et du coup, Ethan Vernon s'impose donc devant Dorian Godon. Encore une fois, très bien placé. Mais 2e, la 3e place et 4 secondes de bonif pour Thomas Pidcock. Brandon McNulty, qui est venu faire le sprint pour la Team Emirates, prend la 4e place devant Magnus Cort, 5e. David Gonzalez, lanceur de Thomas Pidcock, termine 6e devant Mathieu Kokelman pour la Lotto. Alberto Dainese prend la 8e place devant Noah Hobbs de l'IF Education Easy Post. Et encore une 10e place pour Mark Stewart de la Modern Adventure Pro Cycling. Un groupe relativement conséquent qui est arrivé ensemble, 118 coureurs, quelques coureurs ont perdu du temps et encore notamment Derek G. West qui perd 1 minute 18.
Et puis le dernier du jour, c'est Michael Lennard, tombé dans le final, qui termine à 4 minutes 23, juste derrière l'avant-dernier. Lui, il n'est pas tombé, c'est Sam Bennett pour la Pinarello Q36.5. Et lui, il n'a pas pu profiter de ce changement de parcours, toujours pas en grande forme. Le vétéran irlandais, pas sûr qu'on le revoie un jour capable de remporter une victoire au sprint. Puis aujourd'hui, on a eu 2 coureurs qui ont été non partants, Ivo Oliveira pour la Team Emirates et Matthew Fox pour la Lotto Intermarché. Par contre, aucun abandon en course, on a encore 153 coureurs en jeu. Au classement général, Dorian Godon, plus que jamais leader, mais c'est Thomas Pidcock désormais le deuxième grâce aux bonifications qu'il est allé prendre. Thomas Pidcock, il est pointé à 13 secondes de Dorian Godon, soit une petite seconde devant Remco Evenepoel. Puis Jonas Vingegaard est quatrième à 24 secondes. Il a donc 10 et 11 secondes de retard sur Evenepoel et sur Pidcock. Simone Gualdi, Andrea Raccani qui sont allés prendre des bonifications aujourd'hui sont désormais 5 et 6e devant Brandon McNulty, 7e. Au classement par points, Dorian Godon leader devant Baptiste Weistrofer et Ethan Vernon. Weistrofer, bien sûr, leader du classement de la montagne devant Josh Burnett et Ruben Thompson. Et puis au classement du meilleur jeune, grâce aux secondes bonif qui allait prendre sur le sprint remporté par Thomas Pidcock. C'était lui, le coureur de la Lotto, qui a pris la deuxième place, Simone Gualdi. Il a pris 2 secondes de bonif et du coup, il est leader de ce classement du meilleur jeune. C'est pour ça qu'il a suivi le mouvement de Pidcock. Il devance Andrea Raccani, qui lui est allé prendre 1 seconde lors du 2e sprint intermédiaire. Le 3e, Antoine Laute, de ce classement est à 2 secondes. Mais bon, demain, tout ça devrait changer parce que demain, on l'espère, on aura enfin une étape de montagne avec une arrivée au sommet et une très dure ascension, le col de Pal, 16 km 500 à 7,2% de moyenne. C'est très long et pentu. Et en plus, avant ça, il y aura 4 ascensions, dont 3 cols de première catégorie à franchir. Bon, ça a tout d'une étape reine. On espère que le vent ne sera encore pas de la partie pour aplanir tout ça et qu'on aura enfin notre premier affrontement entre Vingegaard, Almeida, Evenepoel et les autres. Il y a tellement de monde, tellement de coureurs extrêmement talentueux, de très bons grimpeurs. Henrik Mas, Ben O'Connor, Oscar Onley, Richard Carapaz, Mathias Kielmose, Mikel Landa, Félix Gall, Mathieu Recitello, Lenny Martinez. Ça serait quand même dommage que tous ces coureurs ne parviennent pas à s'affronter. Donc on espère que demain ce sera le cas sur la 5e étape du Tour de Catalogne. Salut à tous, salut à toutes. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. I don't know if you knew this, but anyone can get the same premium wireless for $15 a month plan that I've been enjoying. It's not just for celebrities, so do like I did and have one of your assistants switch you to Mint Mobile today. I'm told it's super easy to do at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only, then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com.